à fait raison. Par contre, là, ce qui diffère par rapport à cette propriété-là, c'est que ma fonction f qui est là, elle est définie et continue sur l'intervalle moins a plus 1. Moi, ma fonction 1 sur x, si je la prends sur moins 1 plus 1 ou sur moins a plus a, il y a quand même un point là, ici, en 0, où 1 sur x n'existe pas. Et donc, mon intégrale, en fait, je n'ai pas le droit de la calculer. Une intégrale de Riemann, enfin une intégrale classique en quelque sorte, on dit une intégrale de Riemann, j'ai le droit de la calculer sur un intervalle AB, alors soit où la fonction est continue, et là ça pose aucun problème. L'intégrale de Riemann, c'est quoi? C'est jamais que des petites aires de segments de rectangles, pardon, des petites aires de rectangles que je rajoute les unes aux autres pour finalement trouver l'aire. Et comme ma fonction elle est continue, et ben j'ai aucun souci pour le faire. Je vais pouvoir prendre une subdivision suffisamment fine pour que finalement les petites barres là, elles soient tellement petites que ça colle complètement à la courbe. Mais si ma fonction elle est discontinue en un point, alors pardon, je voulais changer de couleur. Si ma fonction elle est discontinue en un point, ce que me dit Riemann, vous voyez par exemple, j'ai une fonction qui fait ça, et puis là elle fait un saut. Elle repart de là, elle repart de là-haut, et elle vient là. Et là, elle n'est pas définie. Ce que me dit Riemann, c'est que l'intégrale pour aller de A à B, c'est l'intégrale qui est là pour aller de A à C, plus l'intégrale qui est là pour aller de C à B. Alors, si ce sont des valeurs finies, ça pose pas de problème parce que je vais me mettre sur l'intervalle AC et exactement comme je l'ai fait dans ce cas-là sur l'intervalle AB, je vais pouvoir mettre des petits rectangles les uns à côté des autres et je vais calculer mes aires sans aucun souci. Et puis, d'un autre côté, je vais me mettre sur l'intervalle CB et c'est pareil, je vais pouvoir calculer des aires de rectangles. Sauf que, là, ça ne va pas jointer. Mais c'est pas grave. C'est une aire de rectangle qui va commencer là. Et puis là, elle va commencer en bas. Ça pose pas de souci. Il y a juste une espèce de cloison entre les deux, mais une cloison qui est infiniment fine, que je mesure pas en termes d'air. C'est tellement petit que je peux pas la mesurer. Donc là, ça pose pas de souci. Parce que la fonction, elle est peut-être discontinue, mais elle est quand même définie à droite et à gauche. Là, j'ai une valeur à gauche en C, et ici, j'ai une valeur à droite en C. Là où ça pose problème ici, pour 1 sur x, c'est que en 0, maintenant, elle n'est pas définie. Elle n'est pas définie, ça veut dire que là-haut, je peux arriver à 180 millions de milliards de je ne sais quoi, et là en dessous, je peux arriver à 180 millions de milliards de je ne sais quoi. Mais je n'arriverai jamais à la droite verticale 0. Je vais avoir toujours un vide, comme un vide sanitaire entre deux cloisons. Pareil. Là, j'ai une cloison. D'un côté, le plafond, il s'arrête là, et de l'autre côté, le plafond, il s'arrête là. Mais là, j'ai un espèce de vide qui peut être infiniment petit, c'est un fait, mais ça n'empêche que là, ça va partir tout en haut, et là, ça va partir tout en bas. Et aucun moyen de mesurer si à gauche, ça va être 200 millions de je ne sais quoi, ou bien si à droite, ça va être uniquement 1 million. Si c'est 200 millions à gauche, je vais dire ça va être quelque chose de positif à la sortie.
Si c'est 1 million à droite, bah oui, ça sera positif. Mais comment ça s'ajoute tout ça? Et je retombe exactement sur le problème de la forme indéterminée, plus l'infini moins l'infini. Donc je ne peux pas décider. Tout ça uniquement parce que la fonction n'est pas définie en zéro. Je ne sais pas quelle valeur je peux donner à la fonction à droite de zéro ou à gauche de zéro. Là, ça s'en va vers plus l'infini. Oui, mais c'est quoi plus l'infini? Plus l'infini, si je parle en termes d'atomes, plus l'infini, ça peut être 2 centimètres. Si je parle en termes de l'univers, c'est quoi plus l'infini? C'est des milliards de milliards. Moins l'infini, c'est pareil. Je peux pas quantifier. C'est simplement quelque chose qui s'en va vers moins l'infini. Mais moins l'infini, c'est pas un nombre. Et il suffit que moins l'infini ne soit pas exactement en valeur absolue égale à plus l'infini. Du coup, ça fait plus zéro. C'est une fin déterminée. Des fois, ça va pouvoir faire plus 2, des fois, ça va pouvoir faire plus 10, des fois, ça va pouvoir faire plus l'infini. J'en sais rien. Et donc, c'est pour ça que la forme, l'intégrale de moins a à plus a de 1 sur x, on ne sait pas la calculer, parce qu'en fait, on est obligé de calculer l'intégrale de moins a à 0, puis de lui ajouter l'intégrale de 0 à plus l'infini, et que du coup, on tombe sur la forme indéterminée plus l'infini moins l'infini, de laquelle on ne sait pas se dépêtrer. Est-ce que j'ai répondu à la question, Astrid? Comme vous voulez. Non, 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 moi, j'ai pas aucune question, là. Aucune question. En observateur. À la peine, oui. Alors, C'est la première alors, vidéo. sur la variable muette. La variable muette, c'est un, j'ai envie de dire, c'est une notion. Ouais, c'est une notion mathématique qui nous dit qu'en fait, quand j'écris globalement 2x plus 3, ou bien 2t plus 3, ou bien, moi souvent, quand je suis face à, je dis 2 totaux plus 3. Tout ça, c'est la même chose. J'ai une variable qui est x, qui est t, qui est totaux, qui est ce que vous voulez. C'est des poires, c'est des pommes, c'est des kilos de je ne sais quoi, c'est de l'argent, c'est peu importe. C'est 2 fois quelque chose plus 3. Je fais une espèce de boîte noire dans laquelle je commence par prendre un objet qui peut s'appeler X, T,
totaux, n'importe comment. Cet objet, je le multiplie par 2 et au résultat, excusez-moi, j'ajoute 3. Quand je fais 2x plus 3, c'est ça que je fais. Je prends n'importe quoi, je le multiplie par 2 et je lui ajoute 3. Après que ce n'importe quoi, je l'appelle xt totaux, aucune importance. Strictement aucune importance. Par contre, j'avais un prof qui me disait toujours, on peut pas ajouter des pommes et des poires. Je peux pas avoir 2x plus 2y. Ça va pas donner la même chose. 2 fois x, c'est 2 fois 1 kilo de poire ou 2 fois 1 kilo de pommes. Mais ça peut pas être un 2 fois un truc qui est mélangé entre des pommes et des poires. Voilà. Une variable muette, c'est ça. C'est dire, j'ai une certaine quantité d'objets qui sont de même nature. Et ces objets de même nature, je les multiplie par 2. Et au résultat, j'ajoute 3. Après, du coup, je peux faire n'importe quoi. Quand je vais dériver 2x plus 3, je vais dire c'est 2 fois la variable plus 3. Quand je dérive, ça fait 2. Quand je vais dériver 2t plus 3, c'est 2 fois la variable, ça fait 2 quand même. Quand je vais dériver 2 totaux plus 3, eh ben ça fait 2 fois la variable plus 3 et ça fait quand même 2. Ça n'a aucune importance le nom que j'ai donné à cette variable. Son nom n'a aucune importance. C'est comme si elle parlait pas. C'est une variable muette. Par contre, quand je vais écrire l'intégrale de 2t dt, c'est que je vais dire, je cherche la primitive de 2t quand la variable s'appelle t. Si la variable s'appelle t, la primitive de 2t, c'est t2 plus constante. Alors, plus constante, c'est parce que les primitives, elles dépendent elles sont toutes primitives de la même fonction à une constante près. Ça, on s'en moque. Mais ce qui est surtout important, c'est que 2t, c'est en fait la dérivée de t2. Exactement comme 2t, quand je le dérive, ça fait 2. Si je dérive t2, ça va me faire 2t. Donc du coup, dans l'intégrale, le t qui est là, il m'indique quelle est la variable. Imaginez que j'essaye d'intégrer 2tx dt. Alors là, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit, la variable c'est t. Si la variable c'est t, ça veut dire que 2t, c'était la dérivée de t2. Et le x là, alors c'est quoi? Eh ben, le x, c'est pas une variable. Le x, c'est ce qu'on appelle un paramètre. C'est comme une constante. C'est comme si j'avais essayé de calculer la primitive de 2 fois 2t dt. J'aurais dit la primitive de 2 fois dt, 2 fois 2t dt, c'est 2t2, parce que la primitive de t dt, c'est t2, plus constante. Eh bien, ma primitive de 2tx dt, c'est comme si j'avais un nombre que j'ai appelé x. Je ne connais pas sa valeur. C'est pas grave, c'est un paramètre de départ. C'est une condition que j'ai posée au départ. Je m'en moque. C'est pas ça la variable. La variable, c'est 2t dt. Donc ça, c'est x fois 2t dt en primitive. C'est x t2 plus c. Et c'est là que c'est important de se dire qu'est-ce qui joue le rôle de variable, muette, c'est un fait, mais variable quand même. C'est t qui joue le rôle de la variable puisqu'il apparaît dans le dt. Donc c'est lui que je vais intégrer. Et par contre, les autres,
C'est plus des variables, c'est des paramètres, c'est des constantes, c'est ce que je veux, c'est des coefficients, peu importe. Mais c'est pas les choses qui vont varier. Ce qui va varier, c'est t. Et c'est ça la différence entre variable et paramètre. Et variable muette, ça veut dire que, en fait, globalement, j'aurais trouvé exactement la même chose si j'avais fait la primitive de 2ux du. Je l'appelle t ou u. On s'en moque. Ce qui est important ici, c'est que ce qui varie, c'est u. Donc ça veut dire que ça, c'est x fois la primitive de 2u du. Donc c'est x fois u2 plus constante. Et que je fasse à u, j'associe x fois u2 plus constante, ou bien à t, j'associe x fois t2 plus constante, comme sur la page précédente. J'avais dit ma primitive, c'était xt2 plus constante. Vous voyez que globalement, je fais exactement la même chose. Qu'est-ce que je prends? Je prends ce qui s'appelle u, des pommes, des poires, de l'argent, peu importe. Je le mets au carré, je le multiplie par x et je lui ajoute une constante. Je prends t, des pommes, des poires, de l'argent, peu importe. Je le mets au carré, je le multiplie par x et je lui ajoute une constante. Variable muette, c'est ça. C'est que ça veut dire que le nom de la variable en lui-même n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir quelle est la distinction entre ce qui est variable, donc dans le calcul de l'intégrale, c'est ce qui est attaché au d, du, ce qui est variable, et ce qui n'est pas variable, paramètre, comme ici x, ou constante, comme ici 2. 2, c'est pas attaché à t. J'ai 2t, oui, c'est la primitive de t2, d'accord. Mais le 2 qui est là, je m'en moque. Ça aurait pu être 10, ça aurait pu être 12. Ça n'aurait pas changé que la primitive de 2t, c'était t2. Alors, ça, c'est sur les variables muettes ou pas. Après, effectivement, il y a l'histoire des bornes en plus. Je vais dire l'intégrale de 0 à 1 de t2 dt. Variable muette, ça va être pareil que l'intégrale de 0 à 1 de u2 du. Peu importe. Je m'en moque que ça s'appelle TUX Toto, c'est pareil. C'est, j'ai un truc au carré, et ce truc, c'est ça qui est la variable. Du coup, je cherche quelle est la primitive de cette variable-là. Donc, quelle est la primitive de T2? Eh bien, c'est T3 sur 3. Ou bien, quelle est la primitive de U2? C'est U3 sur 3. Peu importe. Mais ce qui est important, c'est que je conserve les bornes 0 et 1 dans les deux cas. On me dit là que ma variable qui s'appelle t, elle varie entre 0 et 1. De même qu'on me dit là que ma variable qui s'appelle u, elle varie entre 0 et 1. Donc dans les deux cas, je vais ici aller de 0 à 1 et ici aller de 0 à 1. Et effectivement, quand je vais faire le calcul, t3 sur 3, quand t prend la valeur 1, c'est 1 tiers. Et quand t prend la valeur 0, c'est 0. 1 tiers moins 0, ça fait bien 1 tiers. Et c'est bien exactement la même chose que quand u prend la valeur 1, 1 tiers, moins 0 sur 3. Il y a d'un côté les bornes de l'intégrale, qui elles sont fixées en fonction de la variable, et le nom de la variable. Je pense avoir répondu, je ne sais pas.
la réponse? Est-ce que ceux qui sont là, je les ai convaincus? Ah oui, 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 tout à fait. Oui? Oui, Bon, oui, c'est l'essentiel. Enfin, oui, c'est pas l'essentiel, mais c'est déjà bien. oui. Ok, super. C'est une question importante, hein. Ces deux questions-là, aussi bien la définition de la fonction que la question de variable muette, c'est vraiment des choses très, très importantes. Parce que l'idée, en fait, c'est que tout ce qu'on voit là en ce moment, c'est des notions qui sont fondamentales dans la plupart des applications que vous allez avoir par la suite en physique, enfin dans plein de domaines. Et il faut vraiment être très clair sur ce que c'est qu'une variable, ce que c'est qu'un paramètre, ce que veut dire telle chose, etc. C'est un peu quand je dis souvent à mes élèves en présentiel, on a une langue, on a le vocabulaire de la langue. Eh bien, quand on apprend à parler maths, on apprend ce que c'est une variable muette, un paramètre, des bornes d'une intégrale, etc. Et tout ça, c'est des choses que quelque part, on fait, enfin, même si on arrive à les comprendre, parce que c'est des notions qui sont fines quand même, on peut les comprendre. Mais en gros, il faut pas se poser la question. Il faut se dire, quand j'étais gamin, que on me montrait la maison, je disais c'est la maison, point basta. Voilà. Et il y a des trucs comme ça qu'il faut accepter d'apprendre au départ, au niveau définition en maths, pour après, au bout d'un moment, les comprendre. Mais alors, je suis, je fais un peu ma vieille rabat-joie, mais je suis un peu dure au niveau des jeunes apprentis euh, qui suivent mes cours parce que je leur dis, il faut apprendre. Au bout d'un moment, c'est très bien de comprendre. C'est très important de comprendre. Mais il y a un moment, il y a des choses, il faut les apprendre. Les tables de multiplication, un jour, vous les avez apprises. Même si vous les connaissez pas super bien, au bout d'un moment, vous les avez apprises. Parce que finalement, c'est beaucoup plus simple de les apprendre que de les comprendre. Et bah, il y a des notions comme ça, la notion d'intégrale qui correspond à une aire, la notion de variable muette, la notion de borne, la notion de paramètre, tout ça. C'est des choses qui sont fondamentales, vraiment fondamentales, pour comprendre exactement ce qu'on fait, ce qu'on manipule, mais qu'il faut, entre guillemets, au bout d'un moment, accepter et après comprendre. Voilà, j'ai fini mon petit Sur, sermon. Qu'est-ce que c'est? sur un plan concret, puisqu'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, quand vous mesurez les surfaces, là, je comprends très bien. Je comprends très bien qu'il faut avoir toutes les clés, tout le langage, le vocabulaire pour pouvoir bien assimiler. Mais j'aimerais bien voir, moi, sur un plan concret, pratique, je ne sais pas, en physique ou en maths, euh, à, à quoi correspondent ces calculs de surface. Vous voyez ce que je veux dire dans la pratique? Complètement. Alors, par exemple,
Je vais essayer de repartager. Je sais plus comment je fais. Street. Ouais. Voilà. Je repartage le bloc-notes. C'est bon? Parce que c'est très abstrait, je comprends très C'est bien, toi, mais hein? après, c'est l'outil, comment on fait pour... voilà. Vous voyez, il y a pas longtemps, enfin il y a pas longtemps, il y a 1 ou 2 ans de ça, j'ai eu un apprenti ingénieur qui m'a dit voilà, j'ai une cuve de réfrigérant qui a, en fait, c'est une cuve quoi, Hmm. comme une citerne de camion. Vous voyez ce que je veux dire? Je Oui, oui, dessine tout très à fait. mal, hein. C'est comme une citerne de camion. Et ben en fait, c'était un truc pour faire comment ça s'appelle? De la stérilisation dans les hôpitaux. Hmm. Et ils avaient une cuve dans laquelle il y avait un gaz. Et c'était ce gaz qui permettait de stériliser leur truc. Et ils avaient au fond de cette cuve une espèce de sonde qui leur disait, eh bien, j'en suis là. Et quand j'en suis là, il faut absolument recharger parce que je vais plus pouvoir faire autrement. Et il me disait, mon problème, c'est que, eh ben, j'arrive pas à calculer le volume qui est là. Ah, d'accord. Calculer le volume qui est là, en fait, c'est un peu comme calculer une surface. Sauf que c'est une surface un peu tordue, c'est une surface dans laquelle on a, enfin, c'est la généralisation du calcul d'une surface, en fait. C'est une surface qui est un peu comme ça, voilà. Il y a des espèces de bouts de cercle là qui sont pas vraiment des cercles en fait, c'est des bouts d'ellipse. Il y a des bouts d'ellipse là, des bouts d'ellipse là, et puis là il y a des droites. Et puis ce truc là, en plus, il faut le prendre en volume. Mais déjà, prenons-le en surface. Je veux calculer l'air qui est là. Si j'essaye de le faire par la géométrie classique, les aires que je sais bien faire, ce sont les aires de rectangle, les aires de triangle, et en dehors de ça, les aires de cercle, pardon. En dehors de ça, même les aires d'ellipse, ça commence à devenir compliqué parce que l'ellipse, c'est pas quelque chose de régulier. Le cercle, c'est x2 plus y2 égale r2. Ça se passe pareil en x2 et en y2. L'ellipse, c'est x sur a au carré plus y sur b au carré égale r2. Et c'est déjà moins joli parce que j'ai pas le même facteur en x et en y. Alors du coup, eh bien, ce qu'on peut faire pour faire ça, c'est dire, je vais en quelque sorte me ramener à l'étude d'une fonction. Une fonction qui prendrait une valeur ici, une fonction qui prendrait une valeur là. Donc j'aurais en quelque sorte une aire à calculer qui serait comme ça, à laquelle j'enlèverais l'aire qui est là, qui en fait est l'aire d'un rectangle, et puis l'aire qui est là, qui elle aussi est l'aire d'un rectangle. Donc du coup, en faisant des aires à partir de fonctions, donc des aires à partir de la notion d'intégrale de Riemann, parce que l'intégrale de A à B de f de t dt, par définition, c'est j'ai une fonction, elle peut avoir la tête qu'elle veut, l'intégrale de A à B, pourvu que la fonction soit définie, ça me mesure ça. Donc je peux avoir une cuve aussi tordue que je veux. Si j'arrive à trouver une formule qui me donne le découpage là, je vais avoir l'air qui est là. Et donc du coup, bah après, je vais me débrouiller pour faire des ajustements. Vous voyez, par exemple, alors il y a un des exemples où on vous dit, voilà, j'ai une aire qui est là, et puis j'ai une aire qui est là. J'aimerais bien trouver l'aire qui est exactement là.
Eh ben, qu'est-ce que je fais? Je cherche l'intersection, ici. Je cherche l'intersection là. Je prends l'aire du plus grand et j'enlève l'aire du plus petit. Le seul truc qui est un peu tordu là-dedans, c'est que, étant donné que je calcule mes aires comme étant, je vais de A à B et je fais des petites mesures de rectangle que j'ajoute, là, mes hauteurs de rectangle, elles sont comptées en plus. Alors que si ma fonction, elle est là, mes hauteurs de rectangle, alors que je suis sur le même A et sur le même B, elles vont être comptées dans ce sens-là, donc elles vont être comptées en moins. Donc, cette aire-là qui est positive, qui est comme une surface, je vais la compter avec un plus, alors que cette aire-là, simplement parce qu'elle est en dessous de l'axe des abscisses, quand je vais faire une intégrale, naturellement, je vais la compter avec un signe moins. Parce que mes aires de rectangle, elles vont être de largeur fixée, exactement la même largeur que là, mais par contre, de hauteur, un nombre négatif, puisque ça sera défini par une fonction dont la valeur sera négative. Un nombre positif fois un nombre négatif, ça va me faire une aire négative. Mais globalement, si moi, j'ai envie d'avoir la surface de mon appartement qui est un peu tordu, qui fait un truc comme ça, et puis qui là et là, et puis ça va là, et puis là ça rejoint, et ben qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre cette aire-là en la calculant comme une intégrale avec du plus, pas de problème, tout va bien. Et cette aire-là, je vais la calculer comme une intégrale, mais je vais mettre un signe moins devant. Surface de là-haut moins R de là en bas, ça va me faire surface de là-haut plus surface de là en bas. Et je vais savoir combien de lattes de parquet va me falloir pour recouvrir mon appart. J'ai éclairci un peu les choses? Oui, oui. Mhm, mhm, bien sûr. Aérodynamique. Bien sûr, tout à fait. Bah, tout à fait, parce que, ouais, ouais, complètement, oui. Parce que ça dépend de la surface qui est en contact, en fait. Il va y avoir une résistance plus ou moins importante, une portance plus ou moins importante, etc. Complètement, oui. Mais à ce moment-là, je veux dire, il faut quand même faire. Moi, je suis très pratique. Il faut faire quand même des mesures très précises de la surface de la voiture pour l'intégrer dans la fonction. Ah, complètement. C'est ça ce que je veux Complètement. dire. Alors, Voilà. en fait, ouais, 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 ouais. Mais en fait, très souvent, on ne va même pas jusqu'au calcul de la fonction parce que trouver une formule pour une fonction, c'est toujours compliqué. Bien Ouais. souvent, on se limite à ce qu'on appelle des approximations numériques. Et D'accord. c'est énormément le calcul d'intégrale et de surface et de volume et tout ça. C'est très souvent fait, non pas par ce qu'on appelle du calcul formel avec des formules, mais c'est souvent fait avec des méthodes de numérisation, d'optimisation, d'approximation, pardon, et des méthodes numériques où on calcule petit à petit ce qu'on Oui, d'accord. cherche.
Non, ça marche aussi, hein. C'est pareil, hein. En fait, ça revient à prendre mais là, on tombe du coup souvent sur des fonctions de plusieurs variables. Parce que, en fait, ta surface de ta canette, elle va dépendre à la fois de la hauteur et de du rayon ou de la hauteur et de la largeur ou des choses comme ça. Donc souvent, tu tombes sur des fonctions de deux variables et du coup, tu optimises la surface de métal que tu as pour faire ta canette ou pour faire ta boîte ou pour faire des choses comme ça. Mais c'est complètement le même principe parce qu'en fait, on se retrouve au lieu d'être sur des intégrales à une variable, sur des intégrales à deux variables. Ça revient strictement au même. Oui. Mais c'est un cran au-dessus. D'accord. Non, non. Oui, mais un grand merci, toujours. Si c'est bon pour tout le monde, pas de Et souci. bonne semaine. Merci à vous d'être là, fidèles toutes les semaines. Et que, oui, non, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu que dans les cours, il y avait la semaine 10 qui avait sauté. Vous passez du... Ah bon? Oui, d'accord. Ah, c'est ma D'accord. faute. Non, non, non. Aujourd'hui, nous avons terminé les dernières vidéos. Oui, mais je me doute très bien Aujourd'hui, nous avons terminé les dernières vidéos. Peut-être vous avez vu sur Facebook. je me doute très bien de l'importance du travail que vous avez eu. Surtout, vous n'êtes que deux. Je comprends. Ouais. Et oui, c'est ça notre souci. Parce que Mais on vous avoue, et ça j'ai c'est assisté super. à un MOOC d'histologie où elles étaient très nombreuses à Liège et même de neurophysiologie cellulaire. Je suis médecin en retraite et ça demande beaucoup de travail. On m'a demandé de Ah ouais. participer à revoir une deuxième mouture, ça demande beaucoup, beaucoup de travail. Je comprends qu'à toutes les deux, ça ne doit pas être facile. Surtout que vous travaillez en dehors de ça. Eh bien oui. Oui. Alors, chapeau parce que c'est très, très bien. Voilà. Merci beaucoup, c'est très très gentil. D'accord. Oui, Bah oui, heureusement. oui, oui, je vois. La technique, tout ça. Oui. Heureusement, on n'est pas toute seule, toute seule. Bon, eh bien, bravo. Mais c'est vrai que Astrid en fait un gros, gros, gros morceau. Eh bien, je trouve qu'on a de la chance de vous avoir, d'avoir le fun là, parce que on a des cours qui sont merveilleux, quoi. Merci beaucoup et bon Ah, courage. c'est gentil. Merci à vous, c'est vraiment gentil. Ça fait du bien d'entendre ça. Oui, non, parce que C'est très, c'est très vrai, bon honnête, d'entendre ça. je veux pas. C'était sur Marseille, il y a une neurophysiologie cellulaire. J'ai assisté l'année dernière. Comme je suis médecin, j'ai pu bien participer. On nous a demandé de revoir la deuxième mouture et de la tester. Et j'ai dit oui, parce que comme c'est gratuit, j'ai voulu participer pour la tester. Et tant professionnel, j'ai pu m'investir, mais c'est très difficile de corriger de voir les erreurs, et c'est un travail énorme, quoi. Et je me doute que pour vous aussi. Ouais, ouais, c'est vrai. J'appréhende bien Je le travail. confirme. Oui, 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 mais c'est. Oui, oui. Oui, ouais, ouais, La, ouais, la, ouais. la deuxième mouture C'est sera un an mieux. de travail, oui. Bah, Et, j'espère sincèrement. oui, 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 parce que Grâce à vous, en tout cas, de toutes les façons.
Oui, Grâce non, à bon, vous, à Nabla09, à Soda, à tous ceux qui nous corrigent et qui nous aident. oui, moi, je ne peux pas vous corriger. Les maths, j'ai 74 ans, j'ai fait ma TLM en 50 et quelques. Donc, c'est loin. Mais ça m'a redonné Oh du oui, mais vous plaisir. savez, les matélèmes que vous avez faits, ils sont largement. Ouais. Voilà, mais c'était pour vous dire un grand merci. Encore. Bonne semaine et bonne santé. Merci à vous. Au À revoir. vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir à tous. Très bonne semaine à tous. Et donc, la semaine prochaine, du coup, c'est mardi, c'est ça, Astrid? Et oui. Lundi, oui, c'est le lundi de la Pentecôte. Je crois que la semaine prochaine, c'est lundi de Pentecôte. Pentecôte, oui. Férié, oui. J'espère que vous ne serez pas. Bonne nouvelle. Allez, au revoir, mesdames. Ça nous laisse un peu plus, Astrid. C'est cool. Allez, bonne semaine à tous et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci, bonne soirée. C'est pareil. Au revoir.